On a tout pour réussir. La France, c'est un pays qui est bien placé dans l'Union européenne, qui a des gens créatifs, productifs. Donc on n'a aucune raison de ne pas réussir et de ne pas avancer. C'est aussi une transformation d'une économie qui soit plus écologique, plus digitale, plus qualifiée, avec davantage de compétences. Face à des difficultés, face à des problématiques, on est sûr que des hommes et des femmes entrepreneurs vont vouloir inventer, innover, créer. Gardons espoir. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Il faut beaucoup de solidarité. Après, on parle beaucoup de ce vaccin qui, bien sûr, nous aiderait beaucoup et que tout le monde attend. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. BFM Business et RMC Story présentent les BFM Awards 2020 avec Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine. Et bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Business et RMC Story. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette 16e édition des BFM Awards. C'est une soirée particulière, une édition particulière, Christophe. Oui Sandra, il faut dire que l'année 2020 n'a pas été une année normale, loin s'en faut. Elle a mis à l'épreuve des entreprises, des salariés, l'emploi, la consommation. Notre économie a été frappée et pendant cette année particulière, des femmes et des hommes ont trouvé des solutions, des parades et ils vont nous permettre de repartir, de créer de la croissance et des emplois. Et les personnalités, les experts, les journalistes de BFM Business ont donc sélectionné et distingué des inventeurs, des entrepreneurs, des grands patrons, les plus grands du CAC 40 et vous allez découvrir notre palmarès tout au long de cette soirée. Et nous avons aussi convié ce soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire, une chef étoilé, un grand pâtissier et un champion olympique qui fera de Paris la capitale du monde en 2024. La 16e édition des BFM Awards, celle du redémarrage et de l'espoir. Nous accueillons tout d'abord la chef étoilée Hélène Darroze et le champion olympique Tony Estanguet, président des JO de Paris 2024. Bienvenue. Merci de nous rejoindre, merci de vous asseoir. On respecte pendant toute la soirée évidemment les distances physiques, la distanciation physique qui est décidément un mot à la mode cette année. Hélène Darroze et Tony Estanguet, vous incarnez tous les deux secteurs de l'économie qui ont énormément souffert bien évidemment de cette crise pandémique et économique. Hélène Darroze, vos restaurants ont été fermés administrativement à deux reprises pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils sont toujours fermés aujourd'hui. Mais on va repartir, on va festoyer dans vos établissements en 2021. Ils sont fermés à moitié parce que moi j'ai quand même voulu prendre aussi cette opportunité de faire de la vente à emporter. C'est toujours mieux que de rester fermé, ça paye aussi quelques frais fixes. Donc voilà, on a essayé de réagir et de se mettre au goût du jour. Et puis ma foi, ça donne des idées parce que comme ça marche pas mal, comme on a lancé des choses nouvelles, aujourd'hui je suis même peut-être en train de chercher un local où je pourrais continuer cette activité qui, ma foi, nous a amusés, nous a donné du bonheur, où on a pris du plaisir et qui a bien marché. On peut commander tous les soirs. On a vu les menus, ça fait vraiment très oui, envie. C'est quoi le menu par exemple ce soir, Hélène Darroze? Ce soir, le menu, alors c'est surtout, s'il y avait un développement, ce serait surtout sur l'activité burger, des burgers qu'on a vraiment fait, sur lesquels on a posé une signature. Mais sinon, le menu ce soir, c'est bien sûr un peu de foie gras, moi c'est mon terroir, voilà. C'est une coquille Saint-Jacques et c'est un vol au vent avec du riz de veau, de la volaille et un dessert au chocolat. Wow. Voilà. Ça fait très très envie. Tony Estanguet, vous êtes lancé dans la course aux Jeux Olympiques. Les sportifs qui vont concourir ont été empêchés pendant plusieurs semaines de s'entraîner. Les Jeux Tokyo ont été repoussés. Ils auront lieu tout de même. Est-ce que l'épidémie finalement a réussi à vaincre l'esprit olympique ou est-ce qu'il est toujours là? Il résiste lui aussi. Il résiste. Je crois que dans la cuisine comme dans le sport, finalement la créativité c'est le meilleur rempart pour s'en sortir, pour trouver des solutions. Je crois que dans cette situation, il faut rester dans l'action, se concentrer sur ses points forts. Bien sûr. Et dans ces cas-là, nous, c'est vrai qu'on a quelque part, avec Paris 2024, l'occasion d'essayer de faire rayonner les sportifs du monde entier. 15 000 sportifs du monde entier vont débarquer à Paris en 2024. On va les accueillir de la plus belle des manières. On veut beaucoup d'ambition sur ce projet. Je crois qu'on a une occasion unique, c'est de faire rayonner la France, le meilleur de ses sportifs, le meilleur de ses territoires, le meilleur de sa gastronomie, le meilleur de ses entreprises. Et dans les 5 prochaines années, on
On va ouvrir 5 milliards d'euros de marché. C'est à peu près 150 000 emplois qui vont être mobilisés pour organiser cet événement. C'est voilà, quelque part une opportunité. Colossal, hein. C'est colossal dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la restauration, dans l'hébergement, la construction, toute la partie événementielle, bien évidemment. Donc voilà, on a envie de proposer des opportunités à ce pays et surtout de renvoyer un message d'optimisme, voilà, de fierté nationale. Il y a quand même le sport pour faire vivre des émotions très très fortes et je crois qu'on a beaucoup de chance quelque part. Merci Tony Estanguet. On va faire vivre ce message d'optimisme tout au long de cette soirée, notamment grâce aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qu'on reçoit tous les jours dans BFM Business. On va leur donner la parole, vous les avez entendus pendant le générique, on va à nouveau les entendre parce qu'ils nous donnent des raisons de croire à cette reprise économique, à cette résilience de l'économie française et des Français, les raisons d'être optimistes. On les écoute. Aux entrepreneurs qui regardent BFM Business, ils traversent une période extrêmement compliquée. Ils ont fait preuve d'énormément de réactivité, d'agilité pour protéger leurs salariés. Toute crise en fait est pleine d'opportunités. Moi j'en vois au moins deux. La première, c'est d'accélérer la numérisation des entreprises aujourd'hui en France. Et la deuxième, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie de chacun ? Ensemble, nous arriverons à sortir de cette période si compliquée pour l'humanité. Voilà, et certains chefs d'entreprise ont réussi à accélérer pendant la crise, à transformer leur modèle pour ressortir plus fort. C'est ce que nous avons voulu célébrer ce soir, Christophe, en désignant l'entrepreneur de l'année. Ce sera notre premier BFM Award. Ouais, et pour remettre ce prix de manière symbolique, évidemment, parce qu'on va respecter la distanciation, donc on ne remettra pas évidemment un trophée dans les mains, mais on le remettra après l'émission. Nous accueillons Frédéric Duponchel d'Accuracy et Nicolas Dufourcq de BPI France. Alors Frédéric Duponchel, comme chaque année, vous avez proposé 3 dossiers, 3 lauréats à tous les anciens lauréats de BFM Business qui ont voté. Dans quelques instants, on va connaître le résultat. Mais pour sélectionner cette fois-ci 3 entrepreneurs parmi les finalistes, quels ont été les critères que vous avez privilégiés pour cette année hors du commun ? Bien, la sélection est toujours évidemment un travail compliqué. Et j'avais 3 critères interviennent. Le premier, on demande à la société d'être bien sûr en croissance et d'être solide dans la durée. On demande ensuite de correspondre à un certain nombre de critères de responsabilité. Et puis enfin, ce qui compte d'abord, c'est la personnalité du dirigeant, de l'entrepreneur lui-même. Nicolas Dufourcq, BPI France était aux côtés des entreprises tout au long de l'année, notamment via les prêts garantis par l'État. Évidemment, comment vous allez accompagner les entrepreneurs en 2021 dans les mois qui viennent pour continuer ? Écoutez, on pense, et on le dit beaucoup, ce matin j'étais avec 700 entrepreneurs encore, que le rebond post-Covid va être très fort. Ah oui. Alors quand est-ce qu'il va démarrer, personne ne sait, mais il va démarrer. Ça sera lié essentiellement à la perception que le vaccin nous guérit. Et donc on va les accompagner dans la relance, dans la croissance, dans le retour à une espèce de joie entrepreneuriale dont ils ont souvenir, bien entendu. Ils ont été extrêmement résilients cette année, les entrepreneurs, extrêmement résilients, et ils sont fiers de ça d'ailleurs, on l'entend beaucoup, et donc j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'ils vont repartir à fond. Mais souvenez-vous, Nicolas Dufourcq, qu'en septembre, quand on a vu revenir les salariés et leurs patrons au travail, quelle énergie, quelle volonté de repartir, et puis malheureusement on a été frappé par la 2e vague de la pandémie, mais là vous nous dites, c'est sûr, on va repartir une fois qu'on aura sorti la tête de l'eau. Je suis extrêmement frappé depuis les annonces sur le vaccin de voir à quel point la psychologie des entrepreneurs a à nouveau rechangé. C'est sûr que le pare-brise qu'on s'est pris à la fin du mois d'octobre était quand même assez cruel, on est d'accord. Mais c'est fini. Alors les anciens lauréats des BFM Awards ont donc sélectionné l'entrepreneur de l'année et il s'agit de Brice Rocher, le PDG d'Yves Rocher. On va tout de suite regarder son parcours en images. Il ne s'est pas contenté d'être un héritier. Pour avoir repris le contrôle du capital de son groupe et multiplié les initiatives innovantes, Brice Rocher est l'entrepreneur BFM de l'année. C'est dans la maison familiale de Lagacilly, dans le Morbihan, que son grand-père Yves Rocher crée ses premières crèmes. 60 ans plus tard, cet ancrage reste préservé par son petit-fils qui a pris la tête de l'entreprise à la mort de son grand-père en 2010. Son premier coup d'éclat, le rachat des parts de Sanofi pour redonner le contrôle de l'entreprise à sa famille. Une étape essentielle selon Erwan Lecause, directeur de l'industrie du groupe Rocher. On se place sur le long terme, donc on s'adapte aux événements, aux transformations nécessaires, jusqu'à la concrétisation récente, fin d'année dernière, du passage de l'entreprise à mission qui vient
finalement juste officialiser ce qu'on a toujours fait pendant ces 60 dernières années, entre guillemets. Parallèlement, le groupe Rocher se développe à l'international. Aujourd'hui, il possède 10 marques et réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Pour Pierre Letzelter, membre du conseil de surveillance du groupe, Brice Rocher a transformé l'entreprise familiale. C'est un disciple du grand-père et c'est un disciple qui a eu l'intelligence de donner une autre dimension aux choses. Il a vu la dimension qu'une entreprise devait avoir pour survivre face à tous ces grands groupes. Après avoir réussi à rester à l'équilibre pendant la crise sanitaire, Brice Rocher souhaite se développer aux États-Unis et en Asie. Et nous accueillons donc Brice Rocher, l'entrepreneur de l'année, le PDG d'Yves Rocher. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Brice Rocher, merci de nous rejoindre. Avant de vous donner la parole, moi j'ai quand même une question pour Frédéric Duponchel, parce qu'on aurait pu remettre à Brice Rocher le prix de la saga familiale. Ça a déjà été le cas d'ailleurs il y a une dizaine d'années. On a choisi l'entrepreneur de l'année parce que c'est quelqu'un qui a réinventé son entreprise. Écoutez, je crois que Brice Rocher démontre qu'on peut être un véritable entrepreneur en étant en commande de la société familiale. Si je reprends nos 3 critères, hein, le premier critère qui est un critère de croissance et de développement dans la durée, il a montré depuis 10 ans la capacité à développer le groupe autour notamment de très belles acquisitions. Le critère évidemment de responsabilité de l'entreprise est particulièrement... Première entreprise à raison d'être de France. Exactement, l'entreprise à mission. Et Brice Rocher est extrêmement sensible à ce sujet et je le sais, s'implique personnellement. Et enfin, sur la personnalité de l'entrepreneur, bien Brice a montré qu'avec de l'énergie et de la motivation, tout en respectant profondément les racines du groupe, on pouvait faire de belles choses. Justement, Brice Rocher, hein, effectivement, vous avez racheté l'entreprise en plusieurs fois pour reprendre le contrôle de cette entreprise familiale. Depuis, vous l'avez réinventée. Vous en avez fait effectivement une entreprise à mission. La première en France, ça changeait quoi pour vous, cet aspect des choses ? De devenir une entreprise à mission. Et sincèrement, en fait, on n'a fait que régulariser notre situation. C'est un outil qui a été mis à disposition grâce au gouvernement Macron. Mais la réalité, c'est que le groupe Rocher, de mon point de vue, est une entreprise à mission depuis le début. Mon grand-père, quand il a créé l'entreprise, à l'époque, on est dans les années 50, il le fait pour démocratiser la beauté. Il prend le pari de la nature. À l'époque, c'était pas forcément ce qui paraissait le plus pertinent. C'est vrai. Pour lui, ça l'était. Il était clairement visionnaire de ce point de vue-là. Et il a aussi voulu créer des emplois localement en Bretagne parce que à l'époque, les gens partaient vers la capitale pour essayer de trouver du travail. Et lui, il a voulu stopper l'exode rural. Et donc, il y avait déjà cette volonté d'être une entreprise à mission. Et une entreprise à mission, pour moi, c'est une entreprise qui va conjuguer à la fois la performance économique. Sans performance économique, il n'y a pas d'entreprise, mais aussi une prise en compte du bien commun. Et puis, c'est une fierté, j'imagine aussi, pour vos salariés. Autre fait marquant de l'année, c'est que pendant cette pandémie, évidemment, vos commerces ont été fermés, vos boutiques, et pourtant, vous me racontiez qu'en Italie, par exemple, pays profondément frappé par la pandémie, vous aviez enregistré une croissance, y compris en avril, au plus fort de la pandémie, parce que vous avez inventé le social selling, c'est-à-dire la réunion Tupperware via les réseaux sociaux. Alors, on ne l'a pas inventé. Je pense sincèrement que la clé aujourd'hui, c'est le mouvement. Il faut rester en mouvement. Le mouvement suscite l'adhésion des équipes, des clients, des partenaires. Et le groupe Rocher est une entreprise qui a été en mouvement en permanence. Mon grand-père, quand il a lancé la marque Yves Rocher dans les années 50, s'était distribué à travers la vente par correspondance traditionnelle. Fin des années 60, mai 68, grève des postes, plus de possibilité de distribuer les produits. Il ouvre des magasins pour prendre le relais de la vente par correspondance, parce qu'il ne voulait plus dépendre du secteur public. Aujourd'hui, nous avons le même problème, mais à travers les magasins. Vous l'avez dit, les magasins ont été fermés pendant un trimestre en France. Et le social selling, justement, a permis de prendre le relais. Le social selling, c'est des réunions de vente à domicile, type Tupperware, comme vous le disiez. Sauf que ces réunions ne se font plus à domicile, elles se font sur les réseaux sociaux. Avec des influenceuses, par exemple. Avec des influenceuses sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et on est un animal social. Et on a été contraints d'être distancés les uns des autres.
La réalité, c'est que quand vous appelez les gens, quand vous prenez de leurs nouvelles, quand vous faites preuve d'attention, il y a quelque chose qui se passe et le social selling a permis de prendre le relais de ce point de vue-là. C'est comme ça aussi qu'on résiste justement à des périodes difficiles comme ça. Merci beaucoup Brice Rocher, entrepreneur donc de l'année. Merci aussi Frédéric Duponchel d'Accuracy et Nicolas Dufour de BPI France. On l'a dit, c'est l'année de la résilience. Nous avons donné la parole à ces chefs d'entreprise, ces patrons qui nous donnent des raisons de croire à la reprise. On les écoute tout de suite. C'est l'incroyable capacité de rebond de nos entreprises, la volonté d'entreprendre. L'utilité, c'est la seule chose qui est vraiment le moteur de notre développement et de notre profitabilité. Croire en les technologies, c'est le plus gros motif d'optimisme aujourd'hui. C'est pas une croyance béate, mais regardez ce que les technologies permettent de faire. Notre compétitivité, notre efficacité et nos compétences de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Il est de notre devoir d'entrepreneur de les amener dans le monde de demain. Il y a une raison qui me rend très optimiste, c'est que je vois de plus en plus de dirigeants, de plus en plus d'entreprises considérer que leur responsabilité, c'est aussi de s'engager, d'avoir un impact positif et qui, par ailleurs, comprennent que cet engagement peut être une source de performance de leur entreprise. La France, c'est notre meilleur atout. Encore faut-il y croire et moi j'y crois. Et c'est maintenant l'heure de remettre notre deuxième BFM Award, celui de la révélation de l'année. Et j'espère, Sandra, que vous aimez les petites bêtes qui grouillent et qui rampent, parce que nous allons bientôt les manger. Vous verrez dans un instant. En tout cas, pour remettre ce prix, on accueille Kat Borlongan, la présidente de la French Tech, et Grégory Rabuel, le directeur général de SFR. Alors, Kat Borlongan, la French Tech a encore marqué des points cette année. On n'arrête pas de faire cocorico, notamment à l'antenne sur Good Morning Business. C'est vrai. Et quand on voit quand même la puissance des GAFA en face, est-ce que c'est pas quand même un combat perdu d'avance? Est-ce que la French Tech peut résister tel le petit village gaulois? Je pense que si la French Tech était toute seule, oui. Mais on n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'entités sur lesquelles on peut compter. Le premier, je profite un tout petit peu de la présence de Grégory, c'est les grands groupes. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70% des startups, je te regarde dans les yeux du coup, il y a 70% des startups dans la French Tech qui sont plutôt B2B. Et aujourd'hui, avec l'accélération de la transformation numérique des grands groupes, on espère qu'ils vont pouvoir faire plus de business avec eux pour faire en sorte que là, les 0,01% du business que représentent les grands groupes chez la French Tech augmente un tout petit peu. Et le deuxième, c'est que moi, je suis persuadée que dans 10 ans, les plus grandes boîtes dans la tech seront pas dans la publicité ou dans les réseaux sociaux. Ce sera dans le deep tech, ce sera dans le robotique, ce serait dans le quantum computing, dans l'intelligence artificielle. On a une grande surprise sur l'IA tout à l'heure, vous verrez. Voilà. Et sur ça, l'Europe a une sacrée carte à jouer. Grégory Rabuel, effectivement, on a vu que pendant la crise, c'est le numérique qui a aidé les entreprises à être résilientes, à trouver des solutions. Qu'est-ce que les opérateurs de télécommunications vont pouvoir leur apporter dans les prochaines années? D'abord, vous avez raison. Pendant le confinement, on s'est aperçu que les entreprises avaient besoin de faire leur transition numérique, leur révolution numérique. Les opérateurs ont été là pour les accompagner. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? D'abord, la poursuite du déploiement de la fibre qui va devenir une réalité opérationnelle pour toutes les entreprises et c'est un besoin essentiel. Et puis la 5G. Nous venons de lancer la 5G, d'abord plutôt pour le grand public. Et dans 2 ans, pour l'entreprise, il va y avoir des applications incroyables grâce à la 5G. On va pouvoir connecter des millions d'objets. Et donc, que ce soit dans l'industrie, dans la télémédecine, dans les villes connectées, dans l'automobile connectée. On en parlera peut-être avec notre gagnant ce soir. Il y aura vraiment des applications extrêmement disruptives qui vont révolutionner leur transition numérique. Alors Grégory Rabuel, SFR, on a le même actionnaire, je le rappelle. Et effectivement, vous avez raison. Peut-être que le lauréat va avoir besoin de vous pour son usine. Il fabrique des usines. C'est inouï d'avoir envie de construire des usines en France en ce moment. Et pourtant, il le fait. Le gagnant est... Oui. Le gagnant est Antoine Hubert, le cofondateur d'Insect. Avant de l'accueillir, voici le parcours de cette formidable start-up française en images. Devenir en moins de 10 ans le leader mondial de l'élevage d'insectes, s'imposer comme l'un des principaux acteurs de la révolution mondiale du marché de l'alimentation, c'est une révélation et c'est le prix qui est remis ce soir à Insect.
La start-up vise gros. D'ici à 30 ans, il va falloir nourrir 9 milliards d'humains. En plus de l'alimentaire, elle souhaite aussi mettre les insectes à destination de la chimie verte, des cosmétiques et des fertilisants. Une activité 100% durable, tout comme le business model d'Insect, d'ores et déjà autofinancé. L'entreprise, pionnière de la foodtech, a déjà levé plus de 425 millions de dollars depuis sa création. Alors si elle envisage de faire appel au marché, c'est pour une seule raison. Jean-Gabriel Levon est le cofondateur d'Insect. On va avoir envie d'aller chercher de la vitesse en levant plus de fonds pour aller plus vite dans le déploiement des usines et de la solution. Insect a ainsi lancé la construction de sa deuxième usine près d'Amiens. Un projet démesuré, 150 millions d'euros d'investissement. Une usine de 40 mètres de haut pour une capacité de production de 100 000 tonnes en 2022. Une trentaine de sites devraient suivre dans le monde. Quant au chiffre d'affaires, Insect a signé pour plus de 100 millions de dollars de contrats. Et nous accueillons donc Antoine Hubert, le cofondateur d'Insect. Bonjour Antoine Hubert, merci de nous rejoindre. Alors vous n'allez pas encore nous faire manger des insectes, je rassure Sandra, pas tout de suite. Non, on m'a menacé, je vous le dis tout de suite. Pour le moment, vous vous attaquez à l'alimentation animale et à l'engrais. Tout à fait. Racontez-nous Insect, parce que c'est incroyable. En quelques mois, vous avez levé près d'un demi-milliard d'euros, 425 millions d'euros. Oui, puis finalement, c'est une chose très simple. Dans la nature, les animaux, comme les poissons, les oiseaux, mangent des insectes. Nos forêts, nos prairies sont fertilisées naturellement par le travail des insectes, des vers de terre. Et nous, on fait que ramener cette naturalité, revenir à l'essentiel et fournir effectivement aux aquaculteurs français, aux cultivateurs, aux maraîchers, aux vignerons, ces produits-là. Des insectes sur étagère, en quelque sorte. Oui, parce que c'est des usines verticales. En fait, on a développé un système de ferme verticale qui reprend ce que c'est que l'élevage traditionnel de ces insectes, comme les vers à soie, c'est séculaire, on n'a rien inventé là-dessus, mais on a développé de l'automatisme et de l'intelligence autour de ce savoir traditionnel. Alors on a vu qu'il y avait une multiplication effectivement de ces usines pour produire ces insectes pour les animaux. Le plus souvent, ce sont des Français qui font ces usines. Pourquoi cette passion française pour les petites bêtes ? Je pense qu'à la base, c'est qu'on a une agriculture qui est une des points à la pointe mondiale en termes de production, de systèmes diversifiés, d'environnement également, des centres de recherche qui sont à la pointe de l'innovation depuis toujours, donc des écoles. Je sors d'école d'agronomie il y a quelques années, donc on a une excellence vraiment française depuis très longtemps dans l'agriculture. Donc finalement, c'est pas une surprise qu'Insect soit français et pas d'un autre pays. Donc on est la nouvelle génération de l'agriculture et de l'industrie française. Alors, Kat Borlongan, voilà la French Tech qui réussit, qui crée des usines. Alors, je ne sais pas si c'est de la deep tech, mais c'est de la tech, on est d'accord ? Si. Et d'ailleurs, j'avais une question pour Antoine, parce que Antoine, il est vraiment un des fondateurs le plus humble du Next 40, mais il faut quand même qu'on regarde. C'est la plus grande ferme verticale, ce serait la plus grande ferme verticale dans le monde, carbone négatif en plus. Plus grosse levée dans l'agritech en dehors des États-Unis. Et en plus, le plus grande ferme d'insectes dans le monde. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, tu es devenu un rôle modèle pour beaucoup de personnes qui se lancent dans la tech, notamment dans les startups industrielles. Et il y en a plein qui nous écoutent ce soir. Donc quel conseil est-ce que tu auras pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans une startup industrielle en 2020-2021 plus spécifiquement ? Je pense qu'il faut réfléchir aux grands besoins essentiels de notre humanité. Les enjeux écologiques sont tellement grands. Nous, c'est l'alimentation durable, faire plus avec moins, mais ça s'applique dans comment on se déplace, la mobilité, comment on s'habille, comment on se chauffe. Il y a tellement d'enjeux, donc il y a tellement de technologies à développer qu'il faut d'abord travailler sur ces choses fondamentales et après bien s'entourer de ces bons associés cofondateurs et recruter meilleur que soi également dans son équipe parce que c'est des enjeux tellement complexes qu'on ne peut pas réussir seul. Des technologies à développer, Grégory Rabel, effectivement. Qu'est-ce que la 5G, par exemple, va pouvoir apporter à des usines qui se développent de plus en plus vite, comme celle d'Insect ? J'entends Antoine qui explique qu'il va créer une usine du futur en fait. Et ben la 5G, ça va permettre d'accompagner des usines dites intelligentes où on va connecter finalement des millions d'objets et ça fera partie intégrante, j'imagine, de votre fonctionnement dans vos usines. C'est peut-être déjà le cas. Peut-être une question moi qui m'intéresserait là-dessus, c'est comment aller développer cette usine d'un point de vue numérique justement. Et on parle de produire des insectes, donc on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez normal, classique, alors qu'il y a sans doute beaucoup de tech. Il y a beaucoup de technologies. Aujourd'hui, on a déposé plus de 250 brevets dans le monde qui viennent de 30 familles de brevets. C'est l'automatisme, la robotique, et finalement beaucoup de capteurs, l'intelligence de logiciels apprenants qui permet d'anticiper la taille de la population de nos insectes. Donc on n'est pas encore dans la 5G, mais on a tous ces éléments d'IoT, comme on dit, d'intelligence des objets, d'intelligence artificielle qui nous apprennent à
à anticiper ce qui peut se passer dans une population d'insectes et faire toujours mieux, apprendre. En tout cas, chez SFR, ça nous intéresserait beaucoup de vous accompagner avec le 5G. Notamment pour faire un test, un pilote. Je pense que c'est très intéressant quand on voit qu'il y a des entrepreneurs français tellement dynamiques. Nous sommes là et on se parlera avec plaisir. Et dans quelques minutes, vous verrez, on va accueillir une licorne française aussi. Mais pour l'instant, on vous l'a dit, on allait rendre hommage toute cette soirée à la France qui résiste et qui innove. C'est le cas de Romain Révéla. Il est PDG et cofondateur de Apital, présent auprès de 400 établissements sanitaires et médico-sociaux. Vous vous êtes mobilisé pendant les 2 confinements pour soutenir les établissements de santé et leurs soignants. Quelles ont été vos initiatives, Romain ? Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on s'est mobilisé pendant cette crise parce que en fait on est au contact des patients et des établissements toute la journée. Et donc cette crise, on s'est posé la question de se dire comment venir en soutien de ces soignants. Et donc notamment, on a développé une initiative qui s'appelle Apiero, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, plus de 400 établissements partenaires, 200 000 personnels de santé qui en bénéficient. Pendant la première crise, ça a été très tourné sur des besoins assez basiques, se dire comment on peut aider le soignant à se rendre sur son lieu de travail, à dormir à proximité de l'hôpital, qui étaient des problématiques de cette première vague, mais aussi s'alimenter. Et depuis, on a aussi beaucoup travaillé sur le bien-être, y compris psychologique des soignants. Donc, on a pas mal de partenaires qui peuvent aider aussi comment mieux vivre en fait cette crise pour les soignants qui est assez difficile, et travailler aussi sur le pouvoir d'achat. On sait que c'est un sujet important pour les soignants. Et aujourd'hui, notre plateforme, donc c'est plus de 100 partenaires qui vont faire des réductions pour permettre sur des choses de la vie de tous les jours, une assurance habitation, de l'alimentaire, réduire ce coût pour les professionnels. Donc ça, c'est vraiment une initiative qu'on a pu développer pour les professionnels, mais il y en a bien d'autres qu'on a développées aussi pour les patients. Donc travailler aussi toute la coordination en fait, notamment des dons qui ont pu être faits pour les soignants. Beaucoup de choses sur la partie digitale qu'on a pu travailler également aussi pendant cette crise sanitaire. On a vu, et ça, ce soit sur d'autres sujets plus médicaux où la digitalisation s'est beaucoup développée. On voit que l'importance de digitaliser les parcours de santé, c'est quelque chose d'important. Donc ça, on s'est aussi beaucoup focalisé sur ces sujets-là sur cette année 2020. Et enfin, depuis la rentrée de septembre, on travaille beaucoup en ce moment aussi sur tout ce qui est les EHPAD et la coordination des services au sein de nos aînés. On sait que ça a été un des gros sujets, l'isolement avec les familles. Donc là, on a fait sortir aussi de terre une plateforme de coordination qui permet de faire le lien entre les aidants, les résidents et les EHPAD. Donc ça, c'est des types d'initiatives qu'on a pu lancer cette année qui a été riche pour nous. Merci beaucoup Romain Révéla. On rappelle que l'impact, 150 € de gain de pouvoir d'achat mensuel par personne vu cette initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romain Révéla, PDG et cofondateur d'Apital. Dans cette soirée des BFM Awards, vous parliez de bien-être. C'est un petit peu difficile quand même à évaluer le bien-être, mais ce pouvoir d'achat, il est très important pour le personnel soignant qui en bénéficie. Tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qui est très important pour le personnel soignant. Et donc, c'est vraiment des choses où on a aujourd'hui plus de 100 partenaires qui sont à nos côtés pour pouvoir bénéficier auprès des personnels de santé. Et c'est des choses où on continue à travailler avec ces partenaires, plus de 400 établissements, comme je vous le disais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous allons maintenant remettre le troisième prix, celui du BFM Award de l'engagement. Oui. Et pour cela, nous avons retrouvé Tony Estanguet, notre champion et notre président pour Paris 2024. L'égalité homme-femme, on va évidemment en parler. Tiens, j'ai une question, moi. Dans le comité d'organisation Paris 2024, il y a combien de femmes ? Il y en a plus que d'hommes en tous les cas, parmi les salariés de Paris 2024. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition sur le sujet. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous vous souvenez de notre logo, Paris 2024, c'est le visage d'une Marianne. Une Marianne, parce qu'on a estimé que c'était important pour nous. On est vraiment pour l'égalité et on vous réserve des petites surprises pour que ces jeux rentrent dans l'histoire sur ce sujet. On aimerait bien en connaître quelques surprises. Ça veut dire quoi Paris 2024 ? C'est quoi les projets qui sont en train de se mettre en place, Tony Estanguet ? On est en train d'essayer vraiment de garder le meilleur de Paris 2024. Donc des sites, des compétitions au pied de la Tour Eiffel, dans le Grand Palais, dans le jardin du Château de Versailles, aux Invalides, sur les Champs-Élysées. On veut vraiment, encore une fois, faire rêver les Français et leur proposer un spectacle absolument inédit. Mais on va innover en étant aussi innovant sur le côté social
Pour la première fois dans l'histoire de ces Jeux, on va diviser par 2 l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment une ambition très forte sur le côté environnemental, Oui, c'est très mais important, aussi ouais. sur le côté sociétal du sport. On veut faire bouger- L'inclusion. D'ailleurs, votre badge, il est double. C'est ça qui est C'est la formidable. première fois dans l'histoire des Jeux Les qu'on a Jeux le Olympiques même- et les Paralympiques. Exactement, le même logo pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On a une formidable opportunité, c'est de faire changer le regard sur le handicap. Et on veut aussi faire changer le regard sur la pratique du sport. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. On a un problème d'obésité dans ce pays et on pense que le sport est une solution. Et on veut vraiment mettre plus de sport dans les écoles, mettre plus de sport dans les quartiers, parce que le sport, c'est une machine à solution. C'est du lien social, c'est des valeurs très positives. On en profite pour faire passer un petit message au gouvernement. Le sport, les stations de sport d'hiver, En ce moment, les salles de il va falloir sport. s'y remettre. Je sais qu'il y a des contraintes sanitaires, il faut faire attention, mais il ne faut pas oublier le sport qui, pour la santé, est sans doute le meilleur des médicaments. Exactement, c'est le meilleur des médicaments, c'est une solution et on a tous hâte que tous ces clubs, ces 160 000 clubs partout en France, c'est ça la magie du sport français, c'est qu'on a des petits clubs, structures associatives qui font faire du sport à tous les jeunes dans notre pays. Et ça, il faut vraiment qu'on le protège parce que malgré tout, c'est assez précaire. Oui, c'est ça, c'est l'effet domino que ça a sur la jeunesse de maintenant et des prochaines années. Exactement, on a besoin de garder ce lien très fort avec les jeunes et le sport, ça reste quand même un véhicule très positif pour créer du lien. Bon, vous allez croiser Bruno Le Maire dans le couloir. On compte sur vous pour Bien sûr. refaire Des passer messages. ce message. Comptez Je sur sais moi. que vous le faites souvent, Tony. On va remettre le prix, évidemment, de l'engagement et la lauréate. Et oui, la lauréate, c'est Carole Juge-Lewelyn, la fondatrice de June. C'est une marque de couches sans perturbateurs endocriniens, sans parabènes, sans chlore et 100% made in France. Regardez le parcours en images. June, qui reçoit ce soir le prix de l'engagement, a placé l'économie sociale et solidaire au cœur de son projet dès le premier jour. Et quel projet audacieux! S'attaquer au marché des couches pour bébés, un marché mondial de plus de 40 milliards d'euros, dominé par des multinationales telles que Procter & Gamble ou Kimberly-Clark. Ce pari, June est en passe de le remporter. 3 ans après sa création, l'entreprise écoule plus de 3 millions de couches par mois en vente directe sur Internet et occupe 3% du marché français. Elle s'est même diversifiée dans les cosmétiques. À l'origine du succès de la marque, un atout principal, la traçabilité des produits. Lucie Delabre est la directrice média de June. On était parmi les tout premiers à publier les résultats complets des analyses toxicologiques de nos couches, par exemple. On fait tout en circuit court et en France, mais c'est vrai que c'est un surcoût que sont prêts à assumer nos clients. Cette année, le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros. Prochaine étape, le développement à l'international. Pour l'instant, seuls 10% des ventes sont réalisées hors de France. Et on accueille donc Carole Juge-Lewelyn, la fondatrice de June, cette marque de couches 100% Bienvenue, française. merci d'être avec nous. Bonsoir Carole. Alors, vous êtes vraiment, gonflé, vous êtes attaqué d'emblée à des géants de l'hygiène et de la beauté au niveau international, qui trustaient ce marché de la couche culotte, et des géants de la grande distribution, car vous vendez directement vos couches sur Internet. C'était pas trop pour une seule femme, si je puis dire? Je pense que quand on part dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'on aime les challenges, on aime les défis. Et clairement, il y avait un vrai défi à relever sur tout ce qui était traçabilité et transparence. C'est la raison pour laquelle j'ai créé June il y a un peu plus de 3 ans, avec une vraie envie en fait de briser le mur entre le produit manufacturé et le consommateur. Et c'est vrai que le relais directement vers le consommateur à travers une vente en ligne était le plus simple. Alors la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'international. Pour le moment, vous réalisez 10% de vos ventes hors de France. Est-ce que vous avez un plan pour partir dans les prochains mois, les prochaines années à la conquête du monde? Alors tout à fait, nous on est rentable depuis un peu plus de 2 ans. On a fait une levée de fonds là, récemment uniquement pour financer justement notre croissance internationale. C'est incroyable, vous êtes rentable au bout d'1 an, vous étiez rentable? Vous attaquez aux géants de l'hygiène. 14 mois, ouais. Vous attaquez aux gens de l'hygiène, aux gens de la grande distribution, et votre business model, il est rentable au bout de 14 mois. Mais parce que la transparence, c'est vraiment le bio de demain. Les gens ont envie de savoir d'où viennent leurs produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, mais aussi, et c'est très important, on n'en parle pas assez, d'où viennent les matières premières. Faire du Made in France avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment réussir à s'engager. On a développé il y a quelques mois le tout premier outil mondial de traçabilité des matières premières et des produits à travers une technologie blockchain. C'est un truc incroyable et qui permet à tous les consommateurs d'avoir accès en
une seconde 30, d'où vient ma matière première, où a été fabriqué mon produit, à quelle date. C'est un outil qu'on a mis sur tous nos produits couches et qu'on a mis sur tous nos produits cosmétiques pour l'enfant et qu'on développe sur toutes nos gammes à partir de janvier. Tony Estanguet, on a une championne olympique là. Ah ouais, là, bravo. Non, c'est hyper Ça, c'est inspirant. un exemple d'engagement. Ouais, ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est vrai que ça montre qu'on a tout pour réussir dans notre pays et quelque part quand on met du sens dans un produit, y compris dans un produit qui quand même est connu depuis tellement longtemps, on pensait que c'est difficile d'innover. Ben non, en fait, on peut innover et on peut être créatif, y compris sur ces produits-là. Et moi, je vous tire vraiment mon chapeau parce que ça fait du bien d'entendre ça. Et la France a tout pour réussir. Donc le Made in France, moi, j'achète. Ça tombe bien, c'est notre slogan sur BFM Business, Tony Estanguet. Quand même, j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter aux couches. Maintenant que vous avez une clientèle captive qui a été séduite par votre produit, ce que vous proposez. Il y a déjà des cosmétiques, hein, cela dit. Yeah, c'est ça. Aujourd'hui, on a la moitié de nos produits en fait qui sont pour les enfants, l'autre moitié qui sont pour les parents, notamment des compléments alimentaires. On fait des serviettes hygiéniques également pour les femmes. On fait des produits cosmétiques. En fait, à partir du moment où ça correspond à une demande de la communauté, nous, on a envie d'y aller parce qu'on a aujourd'hui une vraie méthodologie de transparence qui nous permet d'avoir énormément de produits qui sont extrêmement transparents, qui correspondent vraiment à un besoin quotidien. La prochaine fois qu'on vous invite, vous êtes une licorne. Alors pourquoi pas, moi je crois beaucoup en fait, on parle beaucoup de valeurs avec un grand V, moi j'aime beaucoup parler des valeurs parce que je trouve qu'en fait c'est un de mes buts, c'est de démontrer qu'on peut avoir un cercle économique qui est 100% vertueux, faire des bons produits de la bonne manière, les vendre en étant très transparent et être une bonne opération capitalistique. Et ben voilà, c'est vendu. Merci Carole Juge-Lewelyn, fondatrice de June. Merci Tony Estanguet. Et on vous l'avait promis tout au long de cette émission de la 16e édition des BFM Awards, on va rendre hommage à ceux qui ont fait avancer l'économie durant cette année et particulièrement durant cette période de crise. Une illustration parmi d'autres pour soutenir nos commerçants. Nous partons retrouver Ismaël Ould, fondateur et directeur de Wind, qui leur a permis de continuer à vendre leurs produits pendant les confinements. De quelle manière, Ismaël ? Bonjour à tous, ravi. Donc en fait, on a permis aux différents commerçants, via les différentes mairies, de bénéficier de la technologie Wind pendant le confinement. Donc en quelques jours, il a fallu réagir. Les marchés se retrouvaient fermés, les commerces se retrouvaient fermés pendant la première phase de confinement. On a mis à disposition notre technologie, donc une plateforme digitale sur laquelle les commerçants mettaient leurs produits ou leurs services. Derrière, il y a toute une logistique qui a été connectée via des acteurs comme La Poste. Et après, tous les habitants de la ville pouvaient commander les produits directement. C'est un modèle gratuit. Comment vous vous rémunérez? Quel est votre business model du coup? Alors, donc on l'a offert pendant le premier confinement et ensuite, c'est un modèle qui est subventionné. Donc, via la Banque des Territoires, la mairie bénéficie d'une subvention qui permet de financer l'installation de la plateforme. Donc, c'est gratuit pour les commerçants, pour la mairie et c'est financé par la Banque des Territoires. Merci beaucoup Ismaël Ould pour cette initiative qui a permis de soutenir nos commerçants. Dans un instant, nous allons découvrir dans sa deuxième partie d'émission notamment le manager de la décennie. Nous serons avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le patron de PSA Carlos Tavares qui avait gagné le prix du manager de l'année l'an dernier. Oui, et on se retrouve aussi dans 3 minutes avec Hélène Darroze, Tony Estanguet et Christophe Michalak pour la suite des BFM Awards. À tout de suite. Je vous le dis tout net, cette crise sanitaire que nous traversons, c'est un mal pour un bien. On a simplement mis sous cloche l'économie sur décision administrative. Sur BFM Business, on reçoit des chefs d'entreprise qui recrutent. Alors ils nous disent on cherche des développeurs, des ingénieurs, des commerciaux. Cette crise a révélé un certain nombre de talents dans les entreprises. C'est l'occasion de changer, de se renouveler, de se révéler. Il y a une transformation, on le voit bien que ce soit dans le numérique, dans la mentalité des gens. Et puis le numérique aussi, c'est un formidable facteur de dynamisme et d'engagement pour tous les talents de l'entreprise. Les relations vont être désormais plus saines, plus sereines et plus productives entre les différents acteurs du commerce. Des raisons d'espérer, d'être optimistes, mais on les trouve peut-être sur les marchés qui, grâce au vaccin, ont réussi à se fixer une perspective. On voit une multiplication des placements responsables, des placements verts, soucieux de l'environnement, et ça, c'est une tendance de fond. Ça a été vraiment un révélateur du génie entrepreneurial qui se trouve en France, et si on peut en sortir de cette crise avec 1 ou 2 licornes en plus, c'est pas mal non plus. BFM Business et RMC Story présentent les BFM Awards 2020 avec Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine.
Est-ce que vous sentez, Sandra, ce vent d'optimisme qui souffle dans la rédaction de BFM Business, dont on vient d'entendre les grandes voix, mais aussi sur ce plateau, depuis le début de l'émission, la France résiste et redémarre. C'est une promesse qu'on vous fait ce soir. Il faut dire que nous sommes entourés de champions ce soir, de femmes et d'hommes qui portent haut les couleurs de la France, à l'étranger notamment. Et nous remettons justement à présent le BFM Awards de la performance à l'international. Pour cela, nous sommes accompagnés d'Éric Lenoir, le directeur général de l'RRMS. Merci d'être avec nous ce soir. Et de Christophe Michalak, star de la pâtisserie. Une reconnaissance qui va au-delà des frontières, justement. 6 boutiques au Japon. On peut dire que là-bas, vous êtes littéralement un dieu vivant. C'était important d'aller à l'étranger comme ça pour exporter votre art de la pâtisserie. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 pays où la pâtisserie vraiment est au summum, c'est le Japon et la France. Donc on a beaucoup de chance, nous Français, de pouvoir y vivre de temps en temps et d'exporter notre savoir-faire. Et puis en plus, le Japon est un pays juste fabuleux, donc profitons-en. Qu'est-ce que vous a apporté, Christophe, ce premier développement international et quelles sont vos ambitions en la matière, d'autres continents, l'Amérique du Sud, peut-être le Moyen-Orient ? Alors il faut savoir qu'il y a 20 ans, je travaillais à Kobe, exactement, donc je connais très bien le circuit japonais. Et puis les Japonais sont vraiment très fans de la pâtisserie française, donc c'était évident pour moi et nécessaire, et c'était un peu un rêve d'enfant bien évidemment, d'être présent sur place. Alors ça va très vite, parce que j'ai des très bons partenaires, et on a 6 boutiques actuellement, peut-être qu'on en aura plus, donc tant mieux. Pour répondre à votre question, cher Christophe, où ailleurs on pourrait se développer la pâtisserie française comme nous on la conçoit, eh bien c'est un peu plus difficile parce que la pâtisserie elle est très luxueuse, elle est très bien représentée en France et au Japon. C'est difficile. J'avais une touche récemment pour Dubaï, mais c'est un peu compliqué. New York, j'y ai vécu et c'est un autre concept, c'est un autre combat, c'est une autre vision. Voilà, je trouve que mon métier, on en parlait tout à l'heure, il va falloir être agile. Tout chef d'entreprise va devoir travailler différemment, faire évoluer son métier, et mon métier est en train d'évoluer jour après jour. Alors justement, on a Éric Lenoir qui est avec nous, qui va vous donner des conseils, parce que c'est le directeur général de l'RRMS. Vous accompagnez au jour le jour des Français qui, comme Christophe Michalak, veulent exporter à travers le monde. Un conseil pour Christophe ? Bon, on accompagne surtout des entreprises qui veulent exporter. Un conseil, le conseil, c'est certainement d'anticiper, de se préparer. Il y a des opportunités. On voit que 2021 sera certainement une année d'opportunités pour les entreprises françaises. Mais même s'il y a des opportunités, il y a des risques. Et le risque, c'est dans l'ADN du dirigeant. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais il faut aussi savoir préparer son exportation. Et préparer son exportation, c'est anticiper les évolutions de marché, anticiper la solvabilité financière des partenaires avec lesquels on va travailler. Et puis, c'est aussi se faire payer. Et je pense que c'est un domaine d'expertise dans lequel l'RRMS est fier d'accompagner ces 10 000 clients dans leur projet de croissance à l'international. Et ce soir, justement, le BFM Awards de la performance à l'international a choisi une entreprise qui n'a pas choisi le moindre des défis, celui de s'attaquer aux géants d'Amazon. Pour cela, il fallait un petit miracle. Et c'est d'ailleurs le nom que l'entreprise s'est choisi, Miracle. C'est une conquête du marché mondial à un rythme effréné qui vaut ce soir à Miracle le prix de la performance à l'international. La start-up française propose à ses clients de créer leur propre place de marché numérique qui leur permet de vendre en ligne leurs produits. En 2012, Philippe Corot et Adrien Nussenbaum fondent Miracle dans des bureaux parisiens de quelques mètres carrés. Depuis, l'entreprise a séduit 300 clients dans 40 pays différents. Parmi eux, des géants comme Carrefour qu'elle accompagne partout dans le monde. Preuve de sa croissance fulgurante, elle est désormais implantée à Paris, Londres, Munich, Boston et Barcelone. Depuis sa levée de fonds en septembre, sa valorisation atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui en fait l'une des licornes françaises. Miracle réalise aujourd'hui 60% de son chiffre d'affaires hors d'Europe. La start-up veut désormais recruter 1000 nouveaux collaborateurs pour accélérer son développement aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine. Et nous accueillons donc Philippe Corot, le PDG de Miracle. Et c'est un miracle, effectivement. Et une licorne en plus. Merci d'être avec nous ce soir. Leader mondial désormais des fournisseurs de marketplace. Une entreprise qui permet à tous les commerçants, au fond, d'entrer en concurrence avec les géants du e-commerce en créant leur propre place de marché. Comment on fait aussi bien qu'Amazon quand on est français, Philippe Corot ? C'est une bonne question. Déjà, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'expertise, expertise technique et expertise métier qui est portée par nos équipes. Il faut aussi beaucoup d'agilité, d'innovation pour arriver à ça.
Oui, bien sûr, l'agilité, l'innovation, c'est clé. D'ailleurs, l'agilité est vraiment dans l'ADN de notre métier, puisque les modèles de plateforme, les business models de marketplace sont des modèles qui sont extrêmement agiles. Effectivement, c'est dans l'ADN de Miracle. Alors, j'ai regardé vos chiffres. Vous réalisez 40% du chiffre d'affaires en Europe et déjà 40% aux États-Unis. Donc, non content déjà de proposer une alternative à Amazon, vous allez les défier sur leur marché et ça fonctionne. Oui, effectivement, mon associé Adrien Nussenbaum est parti s'installer aux États-Unis à Boston en 2015 et c'est lui qui a porté tout le développement de Miracle en Amérique du Nord et en Amérique du Sud avec les premiers membres de l'équipe sur place. Comment on fait pour grandir si vite sans se laisser déborder, Philippe Corot ? C'est ce que je disais, on reste focalisé sur notre ADN qui est l'expertise métier, l'expertise technique et le service que nous apportons à nos clients. Donc on ne se laisse pas déborder parce qu'on reste vraiment focalisé sur le service pour nos clients. Éric Lenoir, là, c'est une réussite totale à l'export. Hein. Ils n'ont pas besoin de vous pour ça. Tout le monde a besoin de nous, mais c'est vrai que c'est une vraie belle réussite. Ça fait partie de ces réussites du digital français qui savent exporter leur savoir-faire à l'étranger. Moi, j'ai un client pour vous, Christophe Michalak. Il faut créer une marketplace de la pâtisserie. Hein. Non, mais si vous voulez des cadeaux d'entreprise, je suis présent et j'aime beaucoup vos baskets. Merci beaucoup. Vous allez échanger des produits, du coup. J'imagine que vous aimez aussi beaucoup les pâtisseries de Christophe Michalak. Donc, on peut faire quelque chose. Ça peut se négocier. Hein. Ça peut se négocier, effectivement. Une petite idée pour l'international, la prochaine étape, Christophe Michalak ? Non, la prochaine étape, c'est solidifier mon entreprise, être sur le pont, sortir de cette crise et encore une fois, voilà, d'être encore plus avoir cette niaque qui nous caractérise. Enfin, en tout cas, je prends l'ensemble de mon entreprise pour avancer et encore être plus fort. Donc bravo. Une entreprise française comme ceci, c'est un succès phénoménal. Oui. Et pour vous, Philippe Corot, les prochaines étapes, parce que vous avez coché toutes les cases, c'est quoi les prochaines cases à cocher ? Non, il nous en reste encore beaucoup à cocher. Encore une fois, nous, on reste vraiment focalisé sur de nouveaux clients, sur continuer notre développement en Europe et à l'international. Donc ça passe par des nouveaux clients, des nouveaux marchés, des nouvelles industries, des nouveaux use cases pour notre logiciel. Et on est pour l'instant qu'à une étape de là où on veut aller. Le BFM Award de la performance à l'international. Merci beaucoup Philippe Corot, merci Éric Lenoir, merci Christophe Michalak d'être venu avec nous ce soir pour ces BFM Awards. Et je vous emmène sur la côte ouest. Ah oui, je sais que vous à Los Angeles. Los Angeles. C'est vendu. On part à Los Angeles tout de suite en direct avec, là encore, le savoir-faire français, l'intelligence française, puisqu'on part chez Facebook, mais où l'intelligence artificielle est dirigée par un Français, c'est Yann Lequin qui est en direct avec nous. Des milliers de chercheurs travaillent avec vous autour de l'intelligence artificielle. Évidemment, ici, ce mot l'IA, ça fait encore un petit peu peur. Qu'est-ce que ça va nous apporter demain ? Ça nous apporte déjà beaucoup de choses. Ça nous apporte... Déjà, ça sauve des vies. Les systèmes d'assistance à la conduite des voitures, par exemple, qui évitent les collisions, qui réduisent le nombre de collisions de 40%, des systèmes d'analyse d'images médicales. Et puis surtout, la grosse utilisation à l'heure actuelle, c'est le filtrage d'informations sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, etc., pour montrer aux gens les informations qu'ils veulent voir et puis surtout filtrer les informations toxiques, violentes, etc. Yann Lequin, on rappelle que vous êtes lauréat du prix Turing 2019, une sorte de prix Nobel de l'informatique. Alors vous êtes un Français à la tête des labos IA de Facebook, c'est formidable, il y a un vrai appétit pour le talent français sur la côte ouest américaine ? Oui, alors en fait, moi je suis basé à New York, dans les bureaux new-yorkais de Facebook. Facebook a des laboratoires de recherche et de développement en intelligence artificielle en Californie, bien sûr, à New York, à Seattle, à Pittsburgh, à Boston, et puis en Europe, à Londres et à Paris, et puis aussi un petit labo en Israël, à Tel Aviv. Donc ça fait en fait beaucoup d'endroits, et le laboratoire de Paris, que j'ai créé il y a environ 5 ans, un peu plus de 5 ans, est en fait un des plus gros, et un de ceux qui a... en fait, apporter le plus de progrès technologiques qu'on voit tous les jours quand on utilise Facebook, dans la traduction automatique de langue, dans le filtrage d'informations, etc. Donc, un gros succès, en fait, une énorme demande pour les progrès technologiques et scientifiques qui sont faits dans l'IA de la part de Facebook. Et ce qui est important en plus, c'est qu'on fait de la recherche ouverte, donc toute notre recherche est distribuée, elle est disponible à tout le monde, les logiciels sont open source aussi.
Yann Lequin, c'est quoi la prochaine innovation de l'intelligence artificielle qui va révolutionner nos vies? Votre pari? Alors, il y a plein de choses qui vont se passer dans les années qui viennent, qui sont simplement la pénétration dans l'économie et dans le marché et dans la vie de tous les jours, des technologies qui existent déjà, qui sont disponibles dans les labos, mais pas encore déployées. Et puis, la prochaine révolution, à mon avis, va venir de projets, de progrès conceptuels, en fait, dans l'intelligence artificielle, de nouvelles techniques sur lesquelles on est en train de travailler, mais qui ne marchent pas encore, qui permettront aux machines, en fait, d'apprendre un petit peu à la manière des humains et des animaux et d'acquérir une sorte de sens commun. Et donc ça ouvrira la porte à par exemple des voitures complètement autonomes qui pourront conduire n'importe où, des robots domestiques, des systèmes de questions-réponses qui peuvent nous aider, des assistants virtuels d'une certaine manière qui pourront nous aider dans notre vie de tous les jours et répondre à n'importe quelle question qu'on a. Alors, il y a encore besoin d'une révolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la science qu'il faut pour ça. Merci beaucoup Yann Lequin, patron de l'IA chez Facebook, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans cette cérémonie des BFM Awards. On va maintenant remettre, Christophe, le BFM Award de la saga familiale. Mais oui, parce que la singularité du capitalisme français, c'est l'existence de grandes dynasties familiales qui offrent une alternative au capitalisme boursier. Et pour remettre ce BFM Award de la saga familiale, Marguerite Bérard de la BNP nous a rejoint sur ce plateau et la chef étoilée Hélène Darroze, de nouveau avec vous, avec nous. La BNP qui nous accompagne depuis 16 années pour ces BFM Awards, Marguerite Bérard. Quel message on peut faire passer ce soir? Les banques ont beaucoup soutenu les entreprises pendant la crise, elles ont été à côté des entrepreneurs, sauf qu'il va falloir remettre, j'ai envie de dire, retravailler en 2021 pour les faire repartir, pour les aider à investir. Est-ce que vous avez les reins solides pour redonner un coup de fouet à l'économie française? Bonjour, oui, on a été là, oui, on est toujours là et oui, on a les reins solides. Donc, on a accompagné toutes les banques de manière, je crois, très, très puissante ces derniers mois, toutes les entreprises qui en avaient besoin. Ça a été le prêt garanti par l'État, ça a été des moratoires. Aujourd'hui, c'est aussi en fonds propres qu'on accompagne les entreprises qui en ont besoin pour se projeter dans la relance. Nous, on le fait en doublant nos investissements en fonds propres dans les PME et ETI françaises. Et puis, à partir du premier trimestre prochain, on pourra également distribuer le prêt participatif avec le soutien de l'État. C'est un instrument de quasi-fonds propres, donc on est totalement là. Vous allez dévoiler le BFM Award de la saga familiale. Est-ce que justement une entreprise familiale, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres? Elle a, à mes yeux, plusieurs choses de particulier. Ce sont des histoires ce sont des sagas sur souvent plusieurs décennies qui se passent de génération en génération. Ce sont des entreprises ancrées dans un territoire et qui peuvent être en même temps des réussites mondiales. Donc ce sont de très belles histoires entrepreneuriales, familiales, enthousiasmantes. Hélène Darroze, quand on est chef étoilé, on est aussi quelque part un entrepreneur familial. Alors, moi, je suis issue d'une famille de cuisiniers. Je suis la 4e génération. C'est ça. Alors, moi, j'ai pas. C'est moi qui ai un peu coupé la tradition parce que c'est vrai que j'ai choisi à un moment donné de m'émanciper un peu de la localisation de la famille. Vous avez gardé l'ADN. Oui, voilà, c'est ça. J'ai gardé l'ADN et l'accent et les valeurs surtout, parce que les valeurs que je défends, qu'elles soient les valeurs de mon métier de cuisinière, mais aussi les valeurs de chef d'entreprise et puis de femmes. Je les dois à l'éducation que j'ai reçue de ma famille. Ça, c'est clair et net. Donc, je leur suis redevable de tout ça, quoi. Alors, avant de remettre ce prix, découvrons le gagnant de cette saga familiale. Il s'agit d'Alexandre Mérieux, Christophe, le PDG du groupe Biomérieux. On le regarde, le parcours en images. 1897-2020, ce sont les 123 ans d'innovation et d'avancées scientifiques portées par la famille Mérieux qui sont récompensés ce soir par le BFM Award de la saga familiale. L'histoire du laboratoire démarre en 1897 quand Marcel Mérieux, élève de Pasteur, fonde son institut à Lyon. 20 ans plus tard, cet institut déménage dans la métropole lyonnaise pour pouvoir accueillir les chevaux de laboratoire. Leur sang était utilisé dans la vaccination contre les maladies infectieuses. 1937, le fils de Marcel, Charles Mérieux, reprend les rênes de l'entreprise à la mort de son père.
Sous sa direction, elle emploie des techniques modernes pour développer la culture in vitro. Étape essentielle en 1963, le petit-fils de Marcel et le fils de Charles, Alain Mérieux, fondent de son côté Biomérieux, avant de rejoindre le laboratoire familial. Il accompagne son développement à l'international. Changement de cap en 1994. Alain Mérieux se désengage des vaccins, se recentre sur l'innovation diagnostique avec Biomérieux et diversifie ses activités, toujours dans le secteur de la santé. Puis en 2005, Alexandre, 4e génération de la famille Mérieux, rejoint le groupe. En 2017, la saga continue. Il prend les commandes d'une aventure familiale devenue une multinationale au chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Alexandre Mérieux, PDG du groupe Biomérieux, reçoit ce soir le BFM Award Saga Familiale. On a le plaisir d'accueillir Alexandre Mérieux, PDG du groupe Biomérieux sur ce plateau. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Alors on l'a dit, vous êtes le spécialiste de la biologie moléculaire et des diagnostics des maladies infectieuses. 2001, c'était votre année si je puis dire. Hein. 2020, c'était l'année importante, oui, on a pu vraiment montrer, on va dire, la valeur du diagnostic dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et combien on a eu besoin de vous et combien on s'est rendu compte qu'à côté des vaccins, il y avait les outils de diagnostic pour conjurer, confiner une épidémie. Très important en termes de prévention. On a toujours l'habitude de dire aussi que sans un bon diagnostic, la médecine peut être aveugle. Donc vraiment, on intervient dans un continuum de prise en soin du patient. C'est une famille de tradition, d'engagement, de responsabilité. Qu'est-ce qui vous porte dans cette famille ? Alors, il y a une histoire qui est déjà assez forte, assez présente. Et je veux dire, ce qui nous porte depuis plusieurs générations, je pense, c'est l'engagement envers la santé publique, de pouvoir l'améliorer, de pouvoir contribuer et d'avoir un impact positif pour les patients et pour la santé. C'est presque une vocation, à vous entendre, c'est presque une vocation, en fait, la santé. Toute l'histoire du groupe est liée à la santé. Hein. Vous avez vu que ça a été les vaccins, aujourd'hui c'est le diagnostic. Oui, mais c'est une belle vocation, donc c'est utile. On s'est senti utile en tout cas. En tout cas, on a une surprise pour vous ce soir, puisque votre père, Alain Mérieux, avait envie de vous adresser un message. On l'écoute. L'année difficile que l'on vient de traverser a montré toute l'importance de la médecine préventive, tant vaccin que diagnostic, surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Après toutes ces années, je suis très fier de voir que la société est aujourd'hui dirigée par Alexandre, avec beaucoup de courage, après des moments difficiles dans notre famille. Et je suis très fier de voir que cette société est aujourd'hui armée pour faire face aux turbulences technologiques, scientifiques et infectieuses qui règnent à travers le monde. Bon, Alexandre Mérieux, la reconnaissance et l'admiration d'un père envers son fils, c'est la plus belle des récompenses, hein, je pense. Hein. Oui, c'est bien, oui, je m'inscris dans les traces. Voilà. On parle beaucoup des vaccins ces dernières semaines, hein, on l'a dit effectivement, mais l'autre enjeu de cette pandémie, c'est l'importance des tests que vous avez développés ces derniers mois. Oui, c'est important dans une phase de pandémie, parce que c'était la seule solution avant que les traitements et les vaccins arrivent, pour tester, tracer et isoler. Et le diagnostic, en général, pas uniquement pour le Covid, c'est le moyen de pouvoir guider la thérapie, orienter le patient vers le bon traitement. Enjeu important pour les maladies infectieuses, pour la résistance aux antibiotiques aussi. Hélène Darroze, la clé de la réouverture des vaccins, elle est aussi là, dans les tests, que ce soit des tests géniques ou des tests salivaires, on a besoin d'eux. C'est notre lueur d'espoir, quoi. C'est la lumière au bout du tunnel, donc c'est sûr que merci beaucoup, c'est tout ce qu'on a à dire. Parce que et Marguerite Bérard, il faut les soutenir effectivement, ces entreprises. C'est une saga familiale que j'adore, parce que c'est une histoire qui est innovante, qui est courageuse. Qui est mondiale, et puis c'est la santé, et je pense que jamais plus que cette année, on en avait terriblement besoin. Merci à tous les trois. Il y a les tests évidemment indispensables pour venir à bout de la pandémie, pour repérer les malades et les isoler, les soigner et protéger la population. Mais il y a bien sûr les vaccins également. Nous allons donc à présent partir à Lille avec le professeur Xavier Nassif de l'Institut Pasteur de Lille qui est avec nous en direct. Racontez-nous où en êtes-vous dans la mise au point d'un vaccin, professeur? Alors, bonjour monsieur, tout d'abord, bonjour à tout le monde et félicitations à monsieur Mérieux pour cet award. Et en fait, à Lille, les vaccins, Lille, c'est surtout à donner à la découverte d'un traitement plus que d'un vaccin.
Je veux dire, quelque part, les 2 instituts Pasteur en France, celui de Paris et celui de Lille, se sont un peu partagé le terrain. C'est le hasard qui l'a voulu, puisque l'Institut Pasteur s'est lancé dès le début dans un vaccin. À Lille, nous avons un projet vaccinal, mais qui est un projet qui utilise une vieille plateforme, non pas une vieille plateforme, une ancienne plateforme de biologie moléculaire qui utilise le vaccin contre la coqueluche, mais on s'est surtout adonné à essayer de retrouver un traitement contre un antiviral dirigé contre le SARS-CoV-2 et en utilisant un repositionnement qui existait sur le campus à l'aide d'une chimiothèque qui, elle, était sur le campus. Et nous avons pu mettre en évidence un composé pour lequel nous sommes en train de faire le design d'essais cliniques pour le tester, son efficacité sur son action antivirale. Mais alors la question est la même que pour le vaccin. Pour ce traitement, quelle est l'échéance? À partir de quand va-t-il pouvoir arriver dans la population? Eh ben, écoutez, dès que pour l'instant, tous les signaux que nous avons fait, aussi bien in vivo chez la souris pour l'instant, nous sommes en train de préparer des expériences précliniques un peu plus sophistiquées en utilisant des animaux un petit peu plus supérieurs, le macaque. Et puis les essais cliniques qui devraient suivre, on espère que pouvoir commencer les essais cliniques le plus tôt, le tout début de l'année prochaine serait l'idéal pour pouvoir avoir des résultats au plus tard pour le printemps. Voilà. Merci beaucoup. Merci professeur Xavier Nassif de l'Institut Pasteur de Lille d'avoir été en direct dans cette soirée avec nous. Pour finir cette émission, nous avons décidé de remettre cette année un BFM Award du manager de la décennie. Et pour remettre ce prix exceptionnel ce soir, nous appelons Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Carlos Tavares, le président de PSA Fiat Chrysler et manager de l'année l'an passé, et Alain Veil, le président d'Altis France. Merci à tous les trois. Merci Carlos Tavares de revenir un an après. Quelle année! Quelle année pour vous! Non seulement vous avez dit mener la fusion avec vos nouveaux amis de Fiat Chrysler, vous allez nous dire d'ailleurs quand ça sera prêt, et en plus vous avez traversé l'une des plus graves crises de l'automobile mondiale. Tout ça en un an. C'est vrai, c'est une année bien chargée, mais c'est une année qui est pleine d'espoir. C'est une année où nous avons effectivement traversé la tempête, pas tout seul, avec beaucoup d'autres partenaires, mais nous avons surtout préparé l'avenir, et ceci représente pour nous une grande lueur au bout du tunnel qui tire l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une année très chargée, à la fois sur le plan du travail, de la charge psychologique, mais aussi une année pleine d'excitation et d'espoir. Alors la date pour le nouveau groupe, comment il s'appellera déjà? Stellantis. Stellantis, exactement. Ça sera pour quand? Mars, avril? Ce sera dans le courant du premier trimestre 2021. Nous sommes actuellement en train de collecter les derniers feux verts de l'ensemble des pays que nous consultons. Vous seriez surpris de connaître la longue liste des pays que nous devons consulter pour obtenir les autorisations réglementaires. Et nous essayons de tirer tout ceci, évidemment, le plus tôt possible à l'intérieur du premier trimestre 2021. Et nous avons convoqué une assemblée générale de nos actionnaires. Le 4 janvier, à la fois du côté de FCA et du côté de PSA. Peut-être encore une question quand même. On a vu émerger un nouveau constructeur automobile, il s'appelle Tesla. Il vous a tous dépassé au cours de l'année 2020. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est à la veille d'une révolution de l'industrie automobile et est-ce que vous allez pouvoir le rattraper? Ça veut dire que nous avons un nouveau concurrent. Et un nouveau concurrent très sérieux, effectivement, dans le domaine des véhicules zéro émission, avec des modes de distribution qui sont innovants, avec des façons de lancer les véhicules qui sont différents, avec des technologies différentes. C'est donc pour nous un excellent stimulant. Et donc nous le voyons comme ça, c'est un concurrent très sévère, très aguerri finalement, malgré son jeune âge, mais il a aussi une particularité, c'est qu'il n'a pas d'héritage. Donc pour les bons côtés comme pour les mauvais. Il n'a pas d'héritage pour les bons côtés, c'est-à-dire que la marque n'a pas des racines profondes. Et pour, je dirais, les bons côtés, il n'a pas non plus de lourdeur et il n'a pas tout un passé à quelque part adapter à un nouveau monde. Alors que les constructeurs plus conventionnels doivent adapter leur appareil productif, créatif à un nouveau monde, ce qui n'est pas le cas de Tesla. Donc ils ont à la fois des facilités et évidemment des inconvénients, notamment le fait de la jeunesse de cette marque. Bruno Le Maire, comment on avance à vue dans une année comme celle-là où rien ne se passe comme prévu et comment on prépare surtout l'année suivante, l'année 2021 ? Avec la même méthode que celle des grands industriels que nous allons accueillir ce soir, c'est-à-dire une stratégie qui doit être très claire pour les Français. Très clair pour les marchés aussi, pour lever de la dette, mais très clair pour les Français. Elle repose sur deux pieds.
Le premier, c'est la protection. Il faut protéger des secteurs entiers qui sont très fragilisés par la crise. Je pense au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration, l'industrie automobile aussi, que nous avons aidé, l'industrie aéronautique. Et il faut, dans le même temps, anticiper sur ce que sera la sortie de crise et donc investir massivement sur les technologies de demain. Et je veux remercier Carlos Tavares qui, par exemple, a parfaitement joué le jeu des batteries électriques. On va relocaliser de la production de batteries électriques en France grâce à PSA et au choix de Carlos Tavares, grâce à Total et au choix de Patrick Pouyanné. On aura demain une usine qui ouvrira 2022-2023 avec des batteries électriques produites en France pour équiper nos voitures électriques. Protéger, anticiper, c'est les deux pieds de notre stratégie. Alain Weill, président d'Altis France, on a vu l'importance des médias pendant cette crise. On était aux côtés des entrepreneurs, notamment sur BFM Business, tout au long des deux confinements. Quel va être le rôle des médias en 2021 pour accompagner la relance de l'économie ? Le rôle des médias est très important parce que les médias font circuler l'information. BFM Business est au cœur de cette stratégie. On est un média qui est consacré uniquement à la promotion des entrepreneurs, des entreprises, d'informer autour de tout ce qui se passe dans le monde économique, que ce soit les décisions politiques ou les décisions des entreprises. Donc on est dans une période historique, donc effectivement on joue un rôle encore plus important et on l'a bien vu depuis le début de la crise qui a correspondu au moment où la chaîne a développé sa matinale sur un canal TNT, donc avec une audience beaucoup plus importante. Et on a vu le rôle qu'on jouait, aussi bien auprès des petites entreprises qui ont besoin de l'information, parce que le gouvernement, tous les jours, fait des annonces extrêmement importantes. Et effectivement, le gouvernement a été très actif dans cette crise pour aider les entreprises qui ont besoin. Donc les gens ont besoin d'informations extrêmement rapidement. Donc on joue un rôle très important. On joue un rôle aussi important dans le débat qui est aussi nécessaire sur la meilleure façon de faire pour s'en sortir. Parce qu'on traverse une vraie guerre, une guerre sanitaire. Mais pour l'économie, c'est une vraie guerre, c'est un séisme. Et puis on donne aussi la parole à tous les acteurs, que ce soit les chefs d'entreprise. Carlos Tavares a été présent pendant la crise. Je m'en souviens d'une interview que vous avez donnée au moment où vous étiez au Mans sur BFM Business. Et puis Bruno Le Maire vient souvent en ce moment sur BFM Business parce qu'il est attendu par tous les téléspectateurs. Et je crois que dans cette crise, il y a une sorte d'union nationale de tous ceux qui sont un peu acteurs, que ce soit les médias, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les hommes politiques, pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux. Allez, on va s'en sortir et on va rebondir en 2021. Et on a souhaité cette année remettre un prix particulier, celui du manager de la décennie. Oui, effectivement, la semaine dernière, son entreprise est tout simplement devenue, Christophe, la plus grosse de notre histoire. Elle détient depuis mardi le record historique de valorisation boursière, 250 milliards d'euros. J'ai nommé Christophe. LVMH et Bernard Arnault, son PDG. Depuis 10 ans, LVMH vole de record en record. Avec ses 75 marques dans les parfums, Givenchy, Guerlain, la mode, Louis Vuitton, Christian Dior, la joaillerie, les vins, la distribution avec Sephora ou la presse, LVMH est plus que jamais numéro 1 mondial du luxe avec près de 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 10 ans, ce sont des ventes multipliées par 3, des bénéfices par 4 et une capitalisation boursière qui atteint 250 milliards d'euros. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu à son PDG Bernard Arnault pour préparer LVMH au monde d'après, un monde plus responsable avec Stella McCartney débauchée de chez Kering, un monde plus digital grâce notamment à un ancien dirigeant de chez Apple. Ce sont aussi 10 ans d'acquisition de maisons emblématiques, Bulgari, Berluti et bien sûr Tiffany, de nouvelles marques comme Fenty avec la chanteuse Rihanna et de nouveaux métiers comme l'hôtellerie avec l'acquisition de Belmont et le déploiement de Cheval Blanc. De ces 10 ans, on retiendra également l'audace, l'aller-retour chez Hermès à coup de bataille boursière, l'arrivée de Maria Grazia Chiuri à la direction artistique de Dior, de Virgil Abloh chez Vuitton. Et toujours la recherche de l'esthétique et de la créativité, avec l'ouverture de l'Institut des métiers d'excellence et de la Fondation Vuitton. Et nous accueillons donc Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Merci monsieur de nous rejoindre. Si vous voulez bien vous asseoir ici. Quelle année, Bernard Arnault. D'abord, félicitations pour ce prix qu'on ne peut pas vous remettre physiquement. Distanciation physique oblige, mais on vous le fera parvenir. Je le disais,
consécration boursière. Alors ça suffit pas, mais quand même 250 milliards d'euros. Vous avez battu le précédent record, celui de France Télécom. C'est important quand même d'être la plus grande entreprise française boursière de tous les temps. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons dans l'entreprise, c'est ce que l'on réussit à créer, c'est ce que l'on réussit à faire partager à nos équipes. Et moi, je leur dis toujours, le profit, c'est une conséquence. Ça ne doit pas être un objectif. Donc, la capitalisation boursière, qui est un indicateur parmi d'autres, qui varie, qui dépend un peu de l'offre et de la demande, de l'époque, de ce que fait la bourse, c'est un indicateur, c'est une conséquence, mais ça ne doit pas être un objectif. Et nous sommes très fiers dans le groupe d'avoir réussi à devenir effectivement un des premiers employeurs français. Je le dis parce que nous avons l'honneur d'avoir le ministre des Finances parmi nous, le groupe qui paye le plus d'impôts. L'administration ne nous est pas toujours très reconnaissante d'ailleurs. Enfin bon, je dis ça au passage. Et nous sommes fiers de défendre les créations françaises, l'artisanat français dans le monde entier. Et mon rôle préféré, finalement, c'est un peu d'être l'ambassadeur de la France quand je voyage. Malheureusement, depuis un an, je voyage assez peu. Justement, pour autant, malgré ce rôle, malgré votre nom, Bernard Arnault, quand on voit une pandémie comme celle-ci arriver, quand on voit la moitié de la planète confinée, les défilés qui s'arrêtent, les magasins qui ferment, comment on se dit, comment on va rebondir? Est-ce que vous avez eu peur? Je suis évidemment frappé de voir l'ampleur de cette crise. Qui est une première, en tout cas récente, parce qu'il y a eu d'autres crises sanitaires dans le monde dans les siècles passés, mais l'ampleur de celle-ci est exceptionnelle. Alors, moi, je m'intéresse surtout aux conséquences économiques et à la situation économique de la crise. Et ce que je constate, c'est que, d'abord, les crises sont récurrentes. Je disais à mes associés, à mes actionnaires, depuis 5-6 ans, on ne peut pas rester comme cela dans un monde où la croissance est perpétuelle, où l'argent ne coûte pas grand-chose, il coûte encore moins aujourd'hui d'ailleurs, et où finalement tous les indicateurs montent au ciel. Nous allons forcément rencontrer une crise. Et je n'étais pas écouté, d'ailleurs même pas par mes associés en interne, et cette crise est arrivée. Je n'avais absolument pas prévu qu'elle serait d'origine sanitaire. Mais ce qu'on peut dire, en comparant à la précédente, qui était plus d'une dizaine d'années, en 2008, c'est qu'elle est assez différente, même très différente, mais qu'elle a été beaucoup mieux gérée. Parce que la précédente, c'était une crise dont l'origine était essentiellement économique et qui a failli vraiment plonger le monde dans une catastrophe épouvantable. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les banques avaient l'impossibilité de se prêter entre elles et Bruno Le Maire doit s'en rappeler, bien entendu, qu'on a frisé à certains moments, notamment dans la faillite de cette banque Lehman Brothers, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement américain, on a frisé l'effondrement du système bancaire international, qui aurait été une catastrophe alors de grande ampleur. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente et nous n'avons jamais été au bord de la catastrophe économique. On l'a géré, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a jamais été au bord de la vraie catastrophe. Bon alors Bruno Le Maire, les impôts ont servi à quelque chose. Vous avez bien géré la crise économique, si j'en crois Bernard Arnault. Le choix que nous avons fait avec l'ensemble du gouvernement, avec le président de la République, c'est effectivement, instruit par l'expérience de 2008, de réagir très vite et très fort. Et donc on n'a pas compté l'argent public pour soutenir les PME, les artisans, les indépendants, et maintenant pour soutenir d'ailleurs tous les groupes qui peuvent être concernés par la crise. Je pense une fois encore aux restaurateurs, aux hôteliers, aux salles de sport, au monde de la culture qui restent encore très touchés par la crise. Et je suis convaincu que c'était le bon choix stratégique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne va pas perdre les compétences. On ne va pas perdre tous ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels. On ne va pas perdre des usines. Et on en a parlé souvent avec Carlos Tavares du risque de voir des usines fermées, voire disparaître. On ne va pas perdre nos technologies. Et donc, dès que les mesures sanitaires seront levées, nous allons pouvoir rebondir très fort. Et moi, je voudrais vous faire part d'une conviction profonde. La France rebondira fort en 2021. Elle a montré au troisième trimestre que dès que vous levez les mesures de confinement, on pouvait redémarrer très fort. Je suis convaincu que dès que la crise sanitaire sera derrière nous, la France qui a des ressources
exceptionnelle pourra redémarrer très vite. Alors cette décennie a été celle du luxe. D'ailleurs, Bernard Arnault, vous êtes le manager de la décennie. Carlos Tavares, la prochaine décennie, c'est celle du luxe ou de l'automobile ? Ce sera celle de la liberté de mouvement. Je pense que ce que les citoyens ont découvert, c'est l'importance et la valeur de la liberté de mouvement. Or, nous sommes là pour servir cette liberté de mouvement sous toutes ses formes. Et donc, nous voyons devant nous, quelque part, un boulevard pour répondre à ces attentes. Et on a bien vu au travers des différents confinements que finalement, la liberté de mouvement que nous considérions tous comme un acquis, c'est quelque chose qui nécessite d'être soutenu par des objets de mobilité qui sont adaptés aux besoins, c'est-à-dire qui sont sûrs, qui sont propres et qui sont abordables. Eh bien, nous sommes là pour offrir à nos concitoyens une liberté de mouvement qui soit sûre, qui soit propre et qui soit abordable. Donc on a une décennie devant nous pleine d'espoir. Et c'est quoi la décennie du luxe, Bernard Arnault ? Parce que vous avez remporté tous vos paris de la décennie précédente. Si vous aviez un conseil à donner soit aux entrepreneurs, soit aux industriels du luxe, c'est quoi les 10 prochaines années de votre industrie ? Si vous voulez parler d'un conseil à des jeunes, puisque notre groupe se définit comme un groupe d'entrepreneurs. C'est un groupe familial et un groupe d'entrepreneurs. De maison, un groupe de maison. Et un groupe de maisons qui sont globalement très indépendants. Je crois que deux phénomènes sont frappants. D'abord, pour réussir en tant qu'entrepreneur, et pour réussir dans nos métiers d'ailleurs, il faut avoir une idée. Hein, et si possible, une bonne idée. Mais les bonnes idées abondent. Comme les gens intelligents d'ailleurs, mais ça ne suffit pas. Et pour réussir en tant qu'entrepreneur, le plus important, c'est d'arriver à mettre l'idée en œuvre. C'est l'exécution qui est le plus important. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple d'un certain nombre de grands succès dans l'Internet, Facebook, Google, etc., à l'époque où ces entreprises ont été créées, l'idée existait dans plusieurs têtes. Et plusieurs tentatives ont été faites au même moment, pratiquement. Sauf qu'une seule, dans ces différents domaines, n'a réussi. Parce que la mise en œuvre a été exécutée de manière parfaite. Voilà. Et dans nos métiers, c'est un peu la même chose. Mais ce n'est pas suffisant de faire appel à un créateur génial, qu'on essaye de détecter, qu'on essaye de faire travailler, à qui on donne toute une série de libertés, voire quelquefois les pleins pouvoirs. Mais derrière cela, il faut exécuter sur l'ensemble de la planète le développement des produits. Alain Veil, c'est ça le secret, c'est de se réinventer en permanence dans vos métiers respectifs. Et par exemple, la télé de demain, c'est quoi ? Tous les secteurs sont concernés par la transformation digitale. S'il y a un côté positif dans la crise que nous connaissons, c'est qu'on va sans doute tous faire un saut technologique très important. Les habitudes sont en train de changer dans l'organisation du travail, l'usage du digital progresse encore. Donc, comme Bruno Le Maire, moi je suis très optimiste sur l'avenir, parce qu'on parle de guerre sanitaire, donc de guerre, donc de reconstruction. Et il va y avoir une énergie, un enthousiasme derrière cette période difficile qui font que tout va bouger. Et le secteur des médias aussi, puisqu'il est challengé, comme l'industrie automobile peut l'être aussi. Il y a des nouveaux entrants dans tous les métiers et tout le monde est condamné à se transformer. Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces champions du luxe et de l'automobile dans les années à venir ? Moi, je dirais surtout qu'est-ce qu'ils attendent de moi, parce que comme ministre de l'économie et des finances, je suis là pour aider au développement de ces entreprises et qu'elles créent toujours plus d'emplois et toujours plus d'activités. C'est deux très grandes entreprises avec deux grands capitaines d'industrie qui enregistrent des succès, et la France a besoin de succès. Je crois que ce pourquoi nous devons nous battre, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec chacun d'entre eux, c'est accélérer le mouvement de relocalisation industrielle dans notre pays. C'est-à-dire faire en sorte que nous, notre côté, on donne à ces entrepreneurs, à ces très grandes entreprises qui sont des fleurons français, les meilleures conditions possibles pour se développer en France. Quand on baisse par exemple les impôts de production, c'est pour que les entreprises relocalisent de l'activité industrielle. Et de l'autre côté, évidemment, on attend de PSA, on attend de LVMH qui continuent à être des grands créateurs d'emplois en France, ce qu'ils sont déjà. C'est parmi les plus grands employeurs de notre pays et je pense que c'est très important pour les Français. De notre côté, dernière chose, on doit aussi assurer une concurrence équitable par rapport à nos voisins. Vous donniez le chiffre de capitalisation de LVMH, gigantesque succès, 250 milliards d'euros. Mais je rappelle que certains géants du numérique, c'est 4 fois plus. Ouais, c'est 1000 milliards
de dollars. Jusqu'à 2000 milliards. Hein. Comme c'est couvert par le secret fiscal, je ne ferai pas la comparaison des impôts qui sont payés par LVMH et ceux qui sont payés par les géants du digital, mais ce sera une surprise pour personne. Ceux qui ont un niveau de capitalisation plus faible payent plus d'impôts que ceux qui ont un niveau de capitalisation plus élevé. C'est aussi une des injustices que nous voulons corriger en imposant des taxes à ceux qui créent du profit sans créer des produits matériels. C'est pas des sacs, c'est pas des vêtements, c'est pas des voitures, mais ils font des profits encore plus importants. C'est légitime qu'ils soient taxés. On arrive à la fin de cette émission. On donne le dernier mot aux deux capitaines d'industrie qui sont passés à nous. Bernard Arnault, profitez-en. Si vous avez quelque chose à demander au ministre, il est là et apparemment il est ouvert. Ou si vous avez un message à faire passer aux entrepreneurs. Je pense que en tant qu'entrepreneur et représentant aussi beaucoup d'autres entrepreneurs, le maître mot pour que les entrepreneurs embauchent, c'est la confiance. Il faut leur donner confiance. Et pour leur donner confiance, il faut les libérer. Hein. La France est un pays formidable, il y a des atouts incroyables. Je suis d'accord avec Bruno Le Maire. Si on arrive à juguler cette crise sanitaire, la France va repartir d'une manière extraordinaire. Il y a des entrepreneurs exceptionnels dans notre pays. Mais on est aussi le pays où on a le plus de contraintes, le plus de réglementations, on paye énormément d'impôts, etc. Donc, je pense que la confiance passe, c'est un peu comme la liberté de circuler, par la liberté pour les entrepreneurs d'agir. Et donc, voilà le souhait que je peux émettre. Merci messieurs, merci à tous. Bernard Arnault, Carlos Tavares, Alain Veil, Bruno Le Maire, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. C'est la fin de cette 16e édition des BFM Awards, mais on ne change pas de chaîne. Restez sur la chaîne que vous regardez en ce moment parce qu'on vous retrouve dès 6h du matin, de 6h à 9h, la matinale de Good Morning Business, comme tous les jours. D'ici là, passez une bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Merci à tous.